on fait des accords et des traités, même avec de grandes puissances, qui sont très solides, très stables, qui peuvent s'engager pour longtemps. Et même ces traités-là, nous savons bien, pour l'avoir expérimenté, que ça ne tient pas quand les conditions dans lesquelles on les a faits ne tiennent pas. À plus forte raison avec ce malheureux magma algérien, dont nous ne savons pas ce qu'il va être d'année en année. Par conséquent, ce que nous articulons, à l'heure qu'il est, sur les principes, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce sont des intentions. Et c'est comme ça que nous devons le voir pour ce qui nous concerne. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a posé un ultimatum aux militaires au pouvoir, faisant planer la menace d'une intervention militaire au Niger si le président Mohamed Bazoum, retenu à son domicile depuis le 26 juillet, n'était pas libéré au plus tard ce dimanche. Les chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO ont finalisé vendredi un plan d'intervention et demandé aux armées de préparer des ressources. Le Conseil national de sécurité a fermement condamné cette tentative de coup d'État qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région. Pour la première fois dans l'histoire d'une organisation communautaire sans consultation aucune et sans passer par le dialogue ou des mesures intermédiaires, les pays membres de la CEDEAO et de l'UEMOA ont décidé immédiatement de prononcer des sanctions aussi sévères contre un autre pays membre, le Niger. On va défendre des intérêts. Et c'est ça un partenariat réciproque et équilibré. C'est qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles. On ne dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Non. On vient défendre nos intérêts et on le fait de manière respectueuse avec les intérêts des pays africains où on se déploie. L'objectif de cette rencontre, organisée par la commission de la CEDEAO, est d'élaborer un plan d'opération pour une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Vous avez une force. Pendant 10 ans, nos gens sont morts, les terroristes nous ont attaqués. On n'a jamais vu un sommet pour dire que oui, on va envoyer 1000 hommes au Mali pour se battre contre les terroristes. Maintenant que vous avez un des vôtres qui est entre les mains des militaires, vous vous réveillez et puis tout de suite vous avez une force. Quel message ça envoie aux populations africaines? L'opération Barkhane a démarré en 2013 à l'initiative du Mali. Du moins, c'est ce qu'on nous a fait croire. Aujourd'hui, l'armée française dit qu'elle ne quitte pas le sol nigérien parce que les personnes qui ont fait le putsch ne sont pas légitimes à demander à l'armée française de partir. Seules les autorités élues peuvent le faire. Je reçois énormément de diplomates, de partenaires étrangers dans mon bureau qui viennent nous dire bon, attention, faites attention à la Chine, faites attention à la Russie, ils font ceci, ils font cela. Mais j'ai dit, mais vous nous prenez pour des enfants? S'imaginer que les Africains ne voient pas qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir par un coup d'État, que l'élection de Joe Biden est tout simplement une énorme blague, eh bien, il faut vraiment les prendre pour des idiots. Et je pense que d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Et cette arrogance explique évidemment la baisse d'influence de la France sur le continent africain. You go to Nigeria, which is, if not the most corrupt nation in Africa, and it is, it could be the most corrupt nation in the world, Minister Farrakhan. Oh, now, Mr. Wallace. Fine. So what? 35 years old. That's what that nation is. Now, here's America, 226 years old. You love democracy, but there in Africa, you're trying to force these people into a system of government that you just have accepted. 30 years ago, black folk got the right to vote. You're not in any moral position to tell anybody how corrupt they are. Il ne faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, c'est pas la peine qu'on se raconte d'histoire parce que Moscou, eux, ne s'en rendent compte pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. On fournit du matériel et on conseille les Ukrainiens. On les entraîne même. Hein. On a entraîné des unités ukrainiennes en quantité pour les préparer à faire la guerre avec nos matériels. Or, qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez les dernières nouvelles du front, on n'avance pas. C'est-à-dire que les gens sont massacrés sur place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne savons plus faire une guerre à haute intensité.
Et ça pose un énorme problème, parce que si on a des moyens énormes et que malgré ça on n'arrive pas à gagner, comment voulez-vous qu'on s'impose? Si vous êtes venu uniquement pour les droits de l'homme, si vous êtes venu uniquement pour le terrorisme, il ne devrait donc y avoir aucun souci, aucune difficulté, aucun problème à ce que vous partiez sur simple demande. Maintenant, les faits, on constate bien que quand on demande de partir, ça pose problème. D'abord au Mali, ça a posé problème. Aujourd'hui, au Niger, ça pose problème. Ce qui laisse penser, et ça renforce le sentiment qu'en fait, on est là pour des intérêts économiques. En parité de pouvoir d'achat, ont un PIB cumulé, les 5 pays BRICS, qui est supérieur à celui du G7. Supérieur à celui du G7. À 5. Mais s'ils admettent des grands pays comme l'Indonésie, comme l'Argentine, comme l'Arabie Saoudite, bien sûr, hein, l'Algérie, s'ils admettent plusieurs candidatures, je ne sais pas combien, hein, l'Occident global est cul par-dessus tête. Hein. Au début de l'opération spéciale, en quelques semaines, la Russie s'est emparée d'un territoire de plus de 100 000 km² à l'intérieur des anciennes frontières ukrainiennes. En septembre, puis en octobre 2022, Kiev a réussi à reprendre l'est de la région de Kharkov et la rive droite de la région de Kherson. Les buts annoncés sont donc de rejoindre la mer d'Azov, devenue désormais une mer intérieure russe, puis de s'emparer de la Crimée. Les Russes ont été très mauvais en attaque. En dehors de Bakhmout, mais c'était un combat de rue, donc c'est pas pareil. Mais en dehors de l'affaire de Bakhmout, on a vu que les Russes n'étaient pas capables de progresser réellement quand ils avaient en face d'eux une armée normale qui se battait tout à fait honorablement. Donc, ils sont pas très bons. Par contre, on découvre que les Russes, en défensif, sont redoutables d'efficacité. Et que les Russes, en définitive, ils savent se battre en défensive. Cette offensive ukrainienne, il lui reste 3-4 semaines devant elle, hein, puisqu'on se souvient que l'offensive sur Kharkov avait eu lieu début septembre, mais pour l'instant, elle a rien démontré. Elle a même pas atteint les premières lignes de défense russes. Donc on est déjà en train de trouver un narratif alternatif pour expliquer qu'en fait c'est une offensive lente. Alors une offensive lente, ça s'appelle une guerre de tranchées. Avec toute une série de tests de matériel militaire, faut pas l'oublier. Hein, les fameux HIMARS américains, les lance-missiles HIMARS, c'est la première fois qu'on les teste en vraie grandeur. Et on a vu à la fois les drones aussi les drones. Ils expliquent que oui, on va arrêter de jeter les unités ukrainiennes sur les champs de mines et contre l'artillerie russe. Donc ça veut dire que c'est ce qu'ils faisaient depuis 2 mois. Donc c'est bien d'arrêter. On est en train d'assister à l'utilisation à grande échelle des drones explosifs, hein, comme on a vu et comme on le voit pour détruire les centrales énergétiques, mais également des drones de reconnaissance, des drones de tir. On l'a vu sur les chars, par exemple, on s'est aperçu que les Ukrainiens utilisaient des drones qui servaient pour donner les coordonnées à l'artillerie. Bon, ça, c'est des choses qu'on n'imaginait pas il y a 2-3 ans. Hein. Yes, there's mismanagement of resources. Yes, there is abuse. There's abuse in every nation on earth, including this one. So let's not play holy to moralize on them. Let's help them. I'm not moralizing. I'm asking a question, and I got an answer. Why would you put it as the most corrupt regime in the world? That doesn't make sense. Can you think of one more corrupt? Yeah, I'm living in one. C'est ce que Poutine attend, hein, c'est-à-dire l'effondrement, l'implosion des économies occidentales, hein, qui vont être en difficulté, elles vont manquer d'énergie. Hein. L'énergie, ça coûte de plus en plus cher, et celui qui a le robinet de l'énergie aujourd'hui, c'est Poutine. America should keep her mouth shut wherever there's a corrupt regime, as much hell as America has raised on the earth. No, I will not allow America, or you, Mr. Wallace, to condemn them as the most corrupt nation on earth when you have spilled the blood of human beings. Has Nigeria dropped an atomic bomb and killed people in Hiroshima and Nagasaki? Have they killed off millions of Native Americans? How dare you put yourself in that position as a moral judge? I think you should keep quiet.